Alors, en fait, cette idéologie, elle est propulsée par des gens qui ont énormément d'argent. Il y a LGBT Funders, qui est donc un groupe de philanthropes qui a publié un rapport qui raconte qu'il y a eu plus de 36 millions de dollars qui ont été injectés en 2021 pour faire la promotion des revendications transgenristes. D'autres, hein, il y a à peu près une vingtaine de philanthropes. Il va y avoir, par exemple, la femme de Bezos, Mackenzie Scott qui va financer beaucoup l'idéologie transgenre. Il va y avoir le petit-fils de Warren Buffett, une des personnes les plus riches du monde. Il va y avoir les héritiers Disney. Donc en fait, ce sont des gens extrêmement, extrêmement puissants qui croient à cette idéologie pour diverses raisons, soit parce qu'ils ont transitionné eux-mêmes, soit parce que dans leur entourage, il y a des gens qui transitionnent, soit parce qu'ils croient aussi au projet transhumaniste. Euh, et aussi parce qu'il y en a un certain nombre qui ont des intérêts, notamment qui ont des parts dans l'industrie pharmaceutique ou autre, et qui voient midi à leur porte. Dora Muto et Marguerite Stern sont deux auteurs françaises qui viennent tout juste de sortir un livre déjà vivement controversé, Transmania. Dans cet ouvrage, elles nous exposent les rouages, les mécanismes derrière l'idéologie de l'identité de genre. Deux femmes courageuses qui ont reçu des menaces de mort. Je les admire vraiment pour leur courage, pour leur droiture, pour leur intégrité. C'était très inspirant de leur parler. Je vous souhaite une excellente écoute. C'est comme le veut votre 4e de couverture, Dora Muto, journaliste, auteure de À fleur de pète et de Mal baisé, et créatrice de communauté. Marguerite Stern est ex-fémène et réalisatrice de podcasts. Ça m'a fait sourire de voir que Marguerite, la première description que tu te mets, c'est ex-fémène. Pourquoi, pourquoi c'était important pour toi de t'identifier comme telle sur la 4e de couverture? Oh, c'est dans l'ordre chronologique en fait. Et puis c'est vrai que la presse en général me qualifie comme ça. Apparemment, ça a l'air d'être important pour les gens. Donc, OK, d'accord. Intéressant. Vous avez fait combien d'années de recherche avez-vous mis sur ce livre-là avant de l'écrire? Alors, nous, ça fait 4 ans qu'on s'exprime sur le sujet du transgenrisme. Donc, ça fait 4 ans en fait qu'on emmagasine des informations, voilà. Et puis, on a commencé l'écriture de ce livre il y a tout pile 1 an. OK. Voilà. Donc, ça a Et là, été il 1 est an sorti en avril. Voilà. Comment ça se passe, les ventes? Ça se passe bien. Ouais. Ça se passe bien. Là, on réimprime 20 000 exemplaires. OK. On sait que pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais en 1 mois, on a vendu plus de 10 000 livres en tous les cas, c'est sûr. Ben, félicitations parce que c'est pas évident. Je parle je suis une opposante à l'idéologie de l'identité de genre depuis, disons, 3 ans et je connais les réactions que ça peut avoir et vous le vivez intensément en ce moment. Avant de commencer à parler de toute la question du livre qui est extrêmement important, je voudrais parler des événements d'actualité que vous avez vécu cette semaine. J.K. Rowling a repartagé une de vos publications où on voyait des transactivistes qui scandaient une turf, une balle, justice sociale. Donc, il y avait quand même une espèce de tentative de poésie là-dedans, ça rime. Puis, il y avait la police qui était là. Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est terminé pour vous? Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait donner une conférence à Paris, à l'université Assas. Donc, on devait donner une conférence sur le livre. Et puis, il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont opposées à cette conférence, dont un sénateur de Paris, et puis voilà, plusieurs élus qui ont déjà demandé à ce que la conférence soit annulée. Ils ont écrit au préfet de Paris pour faire annuler la conférence. Ils n'ont pas réussi. Finalement, l'université a résisté, bien qu'il y a eu des grosses hésitations. Donc, jusqu'au bout, on n'était pas sûr de faire cette conférence. Et puis, une fois arrivé devant l'entrée de l'université, eh ben, on s'est retrouvé face à des centaines de militants qui hurlaient à notre meurtre. Donc, en hurlant une terre, une balle, justice sociale. On a dû être exfiltrés par la police parce qu'on ne pouvait pas rentrer. Et puis surtout, les militants se dirigeaient vers nous en clamant ce slogan. Donc, on a dû rentrer par une autre entrée, à savoir qu'il y avait 15 cars de policiers pour nous protéger. Donc, la police de Paris, pardon, avait donc jugé que le risque était quand même assez élevé. Donc, ils nous ont fait passer par une autre entrée.
Ils nous ont escortés jusqu'à cette autre entrée. Et puis, même à l'intérieur, malheureusement, on n'a pas pu donner la conférence aux 200 personnes qui devaient venir. Parce que la police a estimé qu'il n'y avait que 30 personnes qui étaient assez safe, comme on dit en anglais, pour être là, et le reste des autres personnes ne l'étaient peut-être pas. Il y aurait peut-être eu des gens violents dans ces 200 personnes. Donc malheureusement, la conférence a été réduite devant, je dirais, entre 30 et 50 personnes, quelque chose comme ça, qui étaient estimées non dangereux. OK. Donc, ils ont comme réduit votre auditoire, si je comprends bien. Donc, il y a une sorte de semi-censure. La conférence a été donnée, mais pas totalement. Mais pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu faire la conférence dans l'amphithéâtre. Et la conférence a été donnée dans une petite salle, un endroit où c'était aussi plus sécuritaire, parce qu'on a dû changer d'endroit, parce que l'université Assas a il y a plusieurs endroits où on peut faire des conférences, il y a plusieurs bâtiments. Et finalement, Assas a décidé de le faire dans un bâtiment en particulier où le commissariat n'est pas loin. Ah, OK. Et est-ce qu'ils ont quand même fait une sorte d'intervention sur les gens qui scandaient, qui espéraient votre meurtre? Est-ce qu'ils ont intervenu? Non, ça c'était assez choquant, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas embarqués, ces gens n'ont pas fait de garde à vue. Ce qui aurait été normal, c'est-à-dire que si avait été clamé n'importe quel autre qualificatif à la place de TERF, je pense que les gens auraient peut-être été embarqués. Mais la police, je pense, ne sait peut-être pas ce que c'est TERF, parce qu'en France, c'est pas un langage très commun. Peut-être qu'ils savent pas que ça veut dire femme, je sais pas vraiment. Ou peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas eu l'ordre d'embarquer les gens, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, TERF, ça signifie Trans Exclusionary Radical Feminist. C'est pour, en fait, toutes sortes de personnes qui considèrent qu'il y a un gros bon sens et qui considèrent que les femmes ont des vagins et pas des pénis. Donc, ça, c'est rendu un terme extrêmement péjoratif dans la communauté féministe et tout autour de l'idéologie de genre. Et généralement, de faire un appel au meurtre contre des TERFs sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait acceptable. Ça n'a pas vraiment... Ça me fait penser beaucoup à l'histoire de Riley Gaines, que vous avez sûrement entendu parler, qui était à San Francisco. Même genre de situation, des activistes qui sont là, on se rappelle, dans le but de vivre dans un monde plus tolérant, inclusif. C'est supposé être ça, leur modus operandi, et qui font des appels au meurtre et qui, finalement, les corps de police n'interviennent pas vraiment. C'est la même chose, ça me rappelle vraiment cette histoire-là. Oui, exactement. Donc, ils nous ont quand même protégés, mais ils n'ont quand même pas estimé que ces gens étaient totalement dangereux. Et surtout, il fallait les punir, ce qui est quand même... Ouais, et on va se lancer bientôt dans votre livre, mais dernière chose, j'ai vu, vous connaissez probablement Mathieu Bock-Côté, qui est un des seuls Québécois qui ose brasser un petit peu la cage par rapport à l'idéologie de genre. Il a écrit un article la semaine dernière concernant le fait que la mairie de Paris a censuré votre campagne publicitaire, je crois, en lien avec votre livre. Pouvez-vous nous parler de ça? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je crois 1 semaine après la sortie de notre livre, en fait, notre maison d'édition, Magnus, avait payé pour donc qu'on ait une campagne d'affichage dans 4 grandes villes de France, à Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Et donc jusque-là, tout se passait bien. Enfin, les premières heures, tout s'est bien passé. Et puis, en fait, au bout de 24 heures, on a des militants qui sont mis à poster cette campagne d'affichage sur Twitter. Donc, un drag queen qui a posté cette campagne d'affichage sur Twitter en interpellant directement. En fait, il avait interpellé Anne Hidalgo en story Instagram. Et donc, Anne Hidalgo avait répondu très vivement. Qui est Anne Hidalgo? Anne Hidalgo, c'est la maire de Paris. Ah, OK, OK, pardon. Voilà, Anne Hidalgo lui avait répondu en privé assez rapidement en disant voilà, où sont les affiches, tout ça. Puis suite à ça, on a plusieurs élus de la mairie de Paris qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, nous accusant tout de suite de transphobie, d'être des militants anti-trans, alors que évidemment ils n'avaient pas eu le temps de lire le livre, voilà. En prenant comme prétexte le fait que ce qui les choquait sur l'affiche, c'était qu'on parle d'idéologie, mais justement en fait c'est tout l'objet du livre. Le livre est une démonstration en fait du fait qu'on parle d'une idéologie. Vous aimez mon contenu? Partagez-le, montrez-le en mettant une réaction comme un pouce par en haut, un j'aime, un commentaire. Toutes ces actions-là font une grosse différence dans l'algorithme. Je suis disponible sur Instagram, YouTube, Facebook et X, et maintenant en anglais sur YouTube et X.
Et donc, bref, suite à cela, en fait, l'afficheur JC Déco a décidé de retirer les affiches. Incroyable. Et sachant qu'on précise quand même que nous, dans notre livre, on parle des accointances de la mairie de Paris avec ces associations-là. Donc, Oui. je pense que voilà, il y a certainement un lien. Voilà, la mairie de Paris finance certaines associations, quasiment toutes les associations trans idéologues, qui sont des associations en France qui prônent voilà, les bloqueurs de puberté pour les enfants, la fin du mégenrage, l'autodétermination totale. Mais Voilà. on est vraiment dans une idéologie, c'est quand même totalement contradictoire qu'on vous reproche ça parce que c'est comme si, en fait, les valeurs sont tellement inversées, c'est tellement, pour moi, le gros bon sens que vous faites, mais vous êtes soudainement du côté des méchants. Mais il y a 5 ans, il y a 10 ans, on vous aurait dit que vous écririez un livre sur ce sujet-là et que ce serait à ce point controversé. Est-ce que vous l'auriez cru? Ben non, jamais. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression qu'avec Dora, on vit parfois un peu dans une espèce de stupeur permanente. C'est-à-dire que bon, c'est quand même, c'est devenu notre combat et voilà, c'est grave et on est capable d'argumenter et sur le fait que c'est grave et de décortiquer tout le truc. Mais parfois, on a juste envie de dire, mais est-ce que c'est une caméra cachée en fait? Est-ce que c'est une blague? Tellement, oui, enfin. Et puis, quelque part, je vais vous dire, moi, je me sens parfois un peu rabaissée intellectuellement de devoir user de toute une rhétorique pour expliquer que les femmes sont des femelles, alors que, bon, ça touche à des savoirs biologiques et évidemment que la biologie, c'est quand même un domaine intéressant et voilà, bon, très bien. Mais en vérité, quand on sort dans la rue, tout le monde est capable de discerner qui est un homme, qui est une femme. On ne devrait même pas avoir besoin de l'expliquer. Donc, parfois, moi, je me sens un peu rabaissée et j'ai Ouais. l'impression que c'est une grosse blague, en fait. Quoi. Ah, vraiment, je suis 100% d'accord avec toi. C'est vraiment ça. Puis j'ai fait une émission ici, j'ai fait un talk show où j'ai invité des féministes et toute la question, c'était le wokisme. Puis il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient, je peux même pas croire qu'on est obligé de faire des émissions là-dessus pour expliquer qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Mais comment on a pu se perdre comme société, mais aussi rapidement? Est-ce que vous expliquez beaucoup les mécanismes dans votre livre, mais c'est arrivé quand même très, très rapidement. Je trouve que ça s'est installé dans les 5 dernières années, même je dirais les 3 dernières années. Il y a comme quelque chose qui s'est passé. Est-ce que vous l'aviez senti venir quand même? Est-ce que vous l'avez vu? C'est quand la première fois que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui se passait? Moi, c'était en 2018. Moi, j'ai commencé à vraiment critiquer l'idéologie transgenre publiquement à partir de 2020, comme Dora. Mais en 2018, en fait, j'avais vu des images d'une manifestation féministe à Paris, la manifestation Nous Toutes. Et donc, en tête de cortège, il y avait une femme qui tenait une pancarte Sex Work is Work et 2 hommes déguisés en femmes. Mais vraiment, littéralement, enfin, je pense même pas que c'était des femmes trans. C'est vraiment des hommes grossièrement travestis avec des barésies et des perruques grossières, là. Et là, ça m'était apparu, je m'étais dit, mais en fait, en tête de cortège d'une manifestation féministe, on devrait parler de violences sexuelles, de harcèlement sexuel, d'inceste. Non, en fait, ce qui compte, c'est de mettre en tête de gondole des hommes avec des barésies, quoi. C'est la première fois que ça m'est apparu. Ouais, ben bravo, parce que c'était déjà un peu avant-gardiste. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dès que j'ai commencé à lire votre livre. C'est le ton ironique que vous avez choisi. J'ai ri vraiment très, très fort à plusieurs reprises en lisant votre livre, puis je riais un peu jaune parce que je me disais, ben, mieux vaut en rire qu'en pleurer, j'imagine, mais en même temps, c'est pas drôle du tout. Puis je me posais la question, à qui vous vous adressiez en écrivant votre livre? C'est qui un peu le public que vous aviez en tête? On pensait à un public très large. Nous, dès le début, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse un livre très grand public. Parce que justement, il y a beaucoup de livres de niche, de sociologues, de féministes, etc. sur ce sujet, ou de gens qui sont focus sur qu'une problématique, par exemple l'enfant transgenre, ou voilà. Et nous, on voulait faire un livre très grand public, et puis on a créé ce personnage donc de Robert qui va devenir Catherine. Non seulement parce que c'est un livre qui est très épais et qui est sourcé et qui est un peu peut-être lourd en informations et qu'on voulait comme une histoire narrative fictive qui allait vous emmener à travers ce récit.
Et puis aussi parce que voilà, ce personnage de Robert, en réalité, ça a été un des premiers chocs. C'est-à-dire qu'au sein du féminisme, on a vu tout d'un coup ces hommes se parer enfin et avoir enfin voilà, être complètement célébrés par des femmes, devenir femme de l'année, et puis faire des dingueries en fait, aller dans les toilettes, se prendre en photo en disant qu'ils sont des femmes, enfin agir de façon mais complètement parfois perverse même, de façon totalement déviante, et puis de façon aussi un peu comique. Et effectivement, on s'est dit, il vaut mieux en rire quelque part que en pleurer, parce que si on prend un tout petit peu de recul, on dirait qu'on est dans un épisode de South Park et que tout ça, enfin voilà, que c'est une blague, et surtout qu'on a le droit de caricaturer des hommes comme ça. Ils nous caricaturent toute la journée, alors pourquoi pas les caricaturer en retour. Absolument. Malheureusement, ça semble que c'est pas très, très bien vu dans notre monde en ce moment. En fait, je trouvais que Mathieu Bock, côté l'explique très bien dans son article, le fait que c'est une idéologie, du moment qu'on s'y oppose, c'est considéré comme de la transphobie. Et là, c'est haineux. Et là, ça ouvre la porte à, en fait, personne n'autorise la haine dans notre société. Donc là, ça autorise qu'on le mette à l'index, ou en tout cas, je ne sais pas si vous aurez probablement d'autres déboires avec votre livre, mais ça autorise qu'on cancelle les gens qui essaient juste d'illustrer avec, comme vous dites, vous êtes sourcé, c'est quand même extrêmement bien documenté, votre livre, mais on tombe tout de suite étiqueté haineuse et et là, ça devient très difficile de discuter. Et pendant que je vous lisais, je me disais, c'est une question que je me pose souvent quand je fais mon contenu en parlant spécifiquement de l'idéologie, de l'identité de genre. Comment ouvrir la discussion? Je pense souvent à des gens que je connais parce que je viens du domaine du show business, et dans notre domaine, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont adhéré à cette idéologie-là. Je me pose la question, comment ça va être reçu par quelqu'un qui adhère à ça? Puis je sais qu'ils vont se braquer. Votre livre, c'est après 3 lignes, c'est terminé, c'est fini, les gens sont braqués. Et je me disais, est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il y a possibilité à ce stade-ci de discuter, ou on est deux solitudes? Moi, je pense que déjà, la porte d'entrée dans le dialogue, c'est la fameuse question qui a été mise en exergue par Matt Walsh, c'est qu'est-ce qu'une femme? Ouais. Et enfin, parce que ça, quand vous discutez avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous sur ce sujet et que vous posez cette question, finalement, enfin, les contradictions des personnes pro-trans, en fait, arrivent tout de suite, et voilà, je trouve que c'est la meilleure façon de les démonter. Puis finalement, enfin, c'est quand même le point de départ de la chose, c'est quand même ça, c'est le fait qu'on change la définition de ce que c'est que d'être une femme. Donc pour moi, il faut prendre le problème à la racine, en fait. Il faut parler du vrai problème tout de suite. Le vrai problème, il est là. Et puis après, je pense que une des meilleures portes d'entrée, c'est aussi ce qui se passe avec les enfants, tout simplement. C'est-à-dire que l'administration de bloqueurs de puberté, on y reviendra peut-être, mais en tous les cas, nous, on en parle assez longuement dans notre livre du fait que c'est tout simplement un scandale, et que ça mutile des enfants, et qu'à mon avis, on n'est pas prêt de... je pense que dans 10, 20, 30, 40 ans, en fait, on en parlera encore du scandale des bloqueurs de puberté pour les enfants. Et donc, ça me semble être une porte d'entrée aussi, de dire, à la limite, en fait, les adultes, ils font ce qu'ils veulent entre eux, mais c'est une idée... Ne mêlons pas, en fait, le monde des adultes au monde des enfants, et protégeons les enfants et laissons les enfants tranquilles. Et puis après, une autre porte d'entrée pour moi, c'est aussi des choses très, très concrètes, comme par exemple la question des sports. Tout simplement regarder les images, en fait. Par exemple, l'image de ce nageur-là, Lia Thomas, au milieu de toutes les autres femmes, je trouve que c'est une image qui parle d'elle-même, en fait. Donc je trouve des choses concrètes, comme la question des sports, qui ramènent finalement à la biologie. Je trouve que c'est une porte d'entrée pour le dialogue aussi. Mais ce qui est particulier, comme l'exemple de Lia Thomas, c'est que les gens qui adhèrent à ça, les fameuses féministes qui n'en sont pas du tout, selon moi, vont vraiment célébrer Lia Thomas. C'est extraordinaire comment cette femme... j'ai vraiment des gens autour de moi qui ont ce discours-là. Et donc, pour moi, cette image-là est hyper scandaleuse. Dora, je sais qu'on a partagé les deux sur X dernièrement, cet homme qui tient un bébé, un nouveau-né à l'hôpital. Ouais. C'est hyper choquant. Moi, je suis nouvellement maman, j'ai 2 bébés. Alors, c'est un domaine où je suis très émotive par rapport à ça. Puis, je veux dire, pourtant, c'est une image qui devrait parler, mais je me suis fait attaquer dans les commentaires. Les gens venaient dire que je faisais juste du biais de confirmation, ou peu importe ce qui s'invente. Puis je me disais, mais comment vous pouvez observer ce petit extrait de 30 secondes
puis pas être foncièrement, avoir la chair de poule, avoir comme un malaise intérieur. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette image-là. On sait que c'est probablement une mère porteuse. C'est facile d'imaginer là, que ce bébé-là vient d'être sorti, mais il a été nettoyé, il est apporté sur un homme qui a des fossiles. En tout cas, j'avais pas l'air de ça quand j'ai accouché, je vous le garantis. Je n'étais pas maquillée. Mais l'image est hyper choquante et pourtant, il y en a qui continuent d'adhérer à trouver que c'est extraordinaire que ces gens-là soient libres de vivre leur monde, d'être parents comme ils le peuvent. Puis c'est là que je suis inquiète, moi, parce que je me dis, on dirait que c'est vraiment rompu. Parce que les gens ne considèrent pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils sont dans leur notion de liberté. La liberté, on fait ce qu'on veut, on est qui on veut, on fait famille comme on veut. Et en fait, finalement, l'enfance, ce n'est qu'un plaisir, ce n'est qu'un sac à main, quoi. Je ne sais pas si ça a coupé ou pas. Non, ça on t'a entendu. On t'entend. Ah. D'accord. Oui, je disais que oui, l'enfant n'est qu'un sac à main là-dedans. C'est un objet en fait qui vient confirmer la féminité supposée de monsieur, quoi, en fait. Ouais. Qui vient valider le fait qu'il serait véritablement une femme. Il est dans son illusion et il va jusqu'au bout de son illusion et la société l'aide à valider son illusion. Et c'est la même chose que finalement, en fait, moi, ça ne m'étonne pas que des gens continuent à être dans le mensonge, parce qu'à partir du moment où ils disent que ce monsieur est une femme, alors oui, ce monsieur est une femme et il a un bébé, et puis, et puis allons-y gaiement. Mais effectivement, pour moi, justement, quand il y a des gens qui sont dans un tel déni, quand il y a des femmes qui trouvent que c'est super que Lia Thomas prenne la place de véritables femmes, moi, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on est sur un problème de santé mentale chez ces gens-là qui valident ça. Je pense que vraiment, il y a quelque chose qui ne marche plus dans leur tête et on est plus... La discussion va être très compliquée s'il y a un tel déni du réel. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme si tu parles à des gens qui sont dans une secte. Et effectivement, il faut peut-être apprendre à parler à des gens dans une secte, chose que, bon, on n'a peut-être pas tous appris à faire, mais voilà. Ouais, c'est intéressant. Oui, vas-y, Marguerite. Juste si je peux compléter, enfin oui, ça c'est un sujet qu'on aborde dans le livre en fait à plusieurs reprises. On parle d'embrigadement sectaire, d'une forme d'hypnose collective aussi, et d'une déconnexion du réel en fait. Et c'est vrai que nous on pense que à partir du moment où vous vous déconnectez complètement de votre réalité sexuée, en fait, vous êtes complètement déconnecté du réel. Mais je veux dire, à la fois pour les personnes qui transitionnent, qui sont évidemment dans une forme de dissociation et de dissonance cognitive, mais aussi pour toutes celles qui ne transitionnent pas et qui adhèrent en fait au dogme qui voudrait dire qui dirait que le sexe est un spectre, que la sexuation est un construit social, comme nous le dit aujourd'hui le lexique trans du planning familial en France. Et nous, on pense que en fait, quand vous adhérez à un tel niveau de déconnexion de la réalité, vous n'êtes plus là, en fait. Enfin, il y a une forme d'hypnose de masse, en fait. Et on le voit même sur certaines images. On s'est souvent dit ça avec Dora. On a l'impression que certains manifestants, en fait, ou certaines personnes transgenristes, voilà, qui vont vous expliquer dans certaines vidéos avec beaucoup de haine, on a l'impression que le visage est vide, en fait, qu'il y a une lueur qui a disparu du regard et que ces gens-là, en fait, ne sont plus là. Et je le dis pas avec mépris. Je pense que c'est une vraie constatation. Voilà, il faudrait ramener la réalité, quoi. On voit beaucoup, notamment chez les femmes qui prennent de la testostérone. Il y a quelque chose dans leur visage qui est très fermé comme ça et qui est parfois très violent, avec un regard vitreux. Et on a remarqué ça chez certaines femmes et c'est quelque chose qu'on remarque quand même très souvent. Intéressant. Ouais, puis tout le parallèle avec les sectes, c'est quelque chose que beaucoup de détransitionneurs ont dit, comment ils sont traités, même les docteurs les jettent à la poubelle, sont complètement exclus de la communauté, ils sont vraiment traités avec énormément de violence, sont ostracisés. Donc, c'est un parallèle qui est pas juste une métaphore. Je pense que c'est concrètement de ça qu'on parle. Et vous parlez de la dysphorie de genre, souvent en la mettant entre guillemets, en fait, je pense pas mal tout le temps. Est-ce que selon vous, ça n'existe pas, la dysphorie de genre? Est-ce que vous niez la dysphorie de genre? Non, pas du tout, bien au contraire. Enfin, nous, on pense que la dysphorie de genre, c'est quelque chose qui existe, mais déjà, en fait, on fait le distinguo parce qu'il y a 2 types de dysphorie de genre. Il y a une dysphorie de genre, disons, un peu primaire, dans le sens où, voilà, c'est une dysphorie qui va être ressentie dès la
petite enfance par certaines personnes et le plus souvent des hommes. Et puis, il y a la dysphorie de genre d'apparition rapide qu'a observé la docteure Lisa Littman dans ses travaux, qui est donc une dysphorie de genre qui marche un peu voilà, sur le phénomène de contagion sociale, où on a des adolescentes qui, en 2-3 semaines, développent des symptômes de la dysphorie de genre. Et donc, c'est pour ça qu'elle parle de dysphorie de genre d'apparition rapide. C'est parce qu'en fait, voilà, il y a une contagion sociale à l'école ou dans les réseaux sociaux. Et donc, en fait, ces filles croient tellement au truc qu'elles se mettent à ressentir finalement certains symptômes. Après, c'est juste que nous, on questionne quand même la dysphorie de genre dans le sens où on pense que, et c'est prouvé dans dans quasiment tous les services, moi, toutes les statistiques que j'ai vues, statistiques de cliniques du genre, en fait, il y a beaucoup de comorbidités psychiatriques. L'occurrence, chez les personnes trans, elle est environ à 70% de comorbidités psychiatriques. Donc, on pose la question aussi, est-ce que, en fait, la dysphorie de genre, le diagnostic de dysphorie de genre ne vient pas masquer d'autres mal-être, d'autres maladies psy qui sont aujourd'hui moins célébrées, voilà, comme les troubles du spectre autistique, le trouble borderline, l'anorexie, des maladies aussi face auxquelles les médecins sont parfois désemparés. Et c'est ce que raconte Prisha Mosley, qui est une femme qu'on a interrogée dans notre livre, qui est une femme donc, qui a détransitionné. Elle dit, mais en fait, moi j'étais anorexique à l'époque, j'étais borderline. J'ai l'impression que les médecins ne savaient pas quoi me proposer pour me soigner. Et donc, la solution trans, elle était là, elle était toute faite. On m'a dit, tu vas transitionner, tu vas prendre des hormones. C'est une solution miracle, tu iras mieux. Et voilà. Et ce que raconte Prisha, c'est qu'aujourd'hui, par contre, elle vit une véritable dysphorie de genre parce qu'elle a aujourd'hui l'impression de vivre dans un corps d'homme alors qu'elle est une femme. Donc, et puis, dans notre livre, on questionne aussi... nous, on pense que la dysphorie de genre, elle a peut-être des marqueurs biologiques, qu'elle est peut-être liée à certains perturbateurs endocriniens. On donne des pistes dans notre livre là-dessus. Elle est peut-être liée aussi au fait qu'aujourd'hui, les jeunes filles ont une puberté beaucoup plus précoce. Il y a un écart d'environ 2 ans par rapport au siècle dernier chez les jeunes américaines. Donc, il peut y avoir aussi, par exemple, un sentiment de décalage entre la maturité corporelle et la maturité émotionnelle. Voilà, mais tout ça, en fait, c'est des pistes qui sont, on a l'impression, pas trop étudiées par le monde médical, qui juste valident l'autodiagnostic du patient. Et donc voilà, nous, on ne remet pas en question le fait que certaines personnes souffrent véritablement. D'ailleurs, on donne la parole dans notre livre à des personnes trans qui souffrent de dysphorie de genre et qui sont par contre tout ce délire propagandier qu'on voit à l'heure actuelle, quoi. Oui, puis il y en a quand même beaucoup qui ont pris la parole. Pour ceux qui me suivent, j'ai reçu Buck Angel, qui est un Américain, c'est une femme biologique qui s'oppose vivement contre cette idéologie. Puis justement, tu sais, Buck dit, j'ai une maladie mentale et quand je vois mon médecin, je dis ouvertement que je suis une femme parce qu'il faut que mon médecin le sache. Et on doit quand même reconnaître la biologie. Par contre, vous démontrez clairement dans votre livre qu'il y a des activistes qui ont fait en sorte que ce ne soit plus considéré comme une maladie mentale en 2009, si ma mémoire est bonne, par Roselyne Bachelot. Ce n'est plus considéré comme une maladie mentale et comment l'expliquer? Parce qu'il me semble que pour moi, en tout cas, c'est très clair que c'en est une, mais là, ça nous amène dans une espèce de flou complet dans la société, le fait que c'est plus considéré comme tel. Vous en pensez quoi de ça? En fait, ils ont milité, les associations transgenristes ont milité en faisant des parallèles avec le fait d'être homosexuel. Donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à convaincre des gens qui se sont sentis coupables, en fait, des politiques qui se sont dit, qui n'ont pas trop réfléchi au sujet et qui se sont dit, oui, après tout, ils ont eu l'impression de faire une grande action comme quand l'homosexualité a été dépsychiatrisée, sauf qu'ils ne comprennent pas que quand on est homosexuel, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien, il y a tu es homosexuel et puis fin de l'histoire et puis vis ta vie. Mais là, quand on est trans, en fait, c'est un état qui ne peut pas exister, entre guillemets, sans
interventions médicales et chirurgicales et hormonales. Donc en fait, ça n'a absolument rien à voir. Et justement, les militants transgenristes vont te dire que la transidentité a toujours existé. Non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui se sont sentis plus masculins ou plus féminins sur le spectre. Il y a des gens qui, effectivement, pour vivre une vie qui est plus en adéquation, se sont parfois fait passer pour l'autre sexe avec un certain nombre de vêtements ou de coupes de cheveux, etc. Mais l'état trans ou transsexuel, en fait, en réalité, dans lequel les gens peuvent être, c'est très récent. C'est à partir des années 70, quand il y a eu les premières opérations. Les premières opérations ont, ceci dit, eu lieu en 1910-1920, d'abord en Allemagne, mais après, ça a été arrêté. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui fait partie de la modernité, le transsexualisme. Et donc, et voilà. Est-ce que Marguerite, tu voulais ajouter quelque chose? Allô? Oui, non, en fait, juste expliquer, ça coupe un peu pour ceux qui nous suivent. Pauvre Dora, tu as été déportée, tu n'es pas chez toi présentement. Alors, on explique à tout le monde pour ceux qui ne comprennent pas. Ta connexion est un petit peu saccadée, mais on réussit à te suivre quand même. Je vais juste aller chercher un truc. Je veux juste ramener parce que je suis branchée sur mon téléphone, je vais juste le ramener plus proche. Il n'y a pas de problème. Ah mon Dieu, c'est la folie ce que vous vivez, les filles. En tout cas, bravo à votre courage de parler. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi violent comme réception? En vrai, oui. Parce que, j'ai l'impression qu'en France, aujourd'hui, une partie du grand public est en train de découvrir ce qu'on vit avec Dora et de découvrir cette violence, cette censure aussi. Enfin, on n'a pas parlé de tout. Il y a eu les affiches qui ont été décrochées, mais on a aussi beaucoup de problèmes en librairie où certains libraires refusent de commander notre livre, ou les vendeuses de la Fnac cachent notre livre en réserve. Enfin, il y a tout ça. Mais nous, on n'est pas très surprise parce qu'en fait, ça fait 4 ans nous, qu'on vit ça. C'est-à-dire que Dora, elle gagnait très bien sa vie avec l'influence. Elle a perdu tous ses contrats. Ça fait 4 ans qu'en fait, nous, nos vies, elles ont complètement changé. Enfin, il y a eu un avant et un après entre le moment où on a décidé à partir du moment où on a décidé de s'exprimer sur cette idéologie. Donc, on n'est pas très surprise parce que quelque part, la violence qui s'exerce contre nous aujourd'hui, elle est aussi en proportion par rapport au succès du livre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a peut-être le début d'un éveil dans la société française et que ce livre, quelque part, en fait, il était attendu sans être attendu, mais quelque part, en fait, beaucoup de gens nous disent « je ressentais un malaise face à cette idéologie, j'avais besoin de documentation, je ne savais pas où la trouver, trop bien, elle est dans votre livre et c'était tout ce qu'il me fallait ». Et du coup, en fait, le fait qu'il y ait cet éveil dans la société française, et que c'est vrai, on a été quand même très médiatisés, mais alors surtout dans des médias de droite, mais on a quand même été très médiatisés. Je pense que ça agace en fait les transgenristes qui ne supportent pas qu'il y ait une contradiction finalement, qui ne supportent pas la pluralité de pensée. Enfin, nous, on ne va pas faire des manifestations à chaque fois qu'ils sortent un nouveau livre. Hein. On ne va pas les menacer de mort quand ils sortent des nouveaux livres. Mais voilà. Et je voudrais juste préciser que oui, si Dora, là, elle a ses problèmes logistiques de connexion et voilà, c'est parce que actuellement, elle n'est pas chez elle. Tu veux peut-être le dire toi, Dora, mais... À cause de la violence et des menaces de mort et de gens qui me menacent de mort et qui disent avoir mon adresse, eh bien, il a fallu que je de chez moi. Donc, voilà, c'est pour ça que les connexions, pas forcément, ne peuvent pas trouver le code Wi-Fi. Enfin, voilà. Donc, j'ai dû aller chez des personnes qui m'ont accueilli, quoi. C'est vraiment, en tout cas, je vous félicite pour votre courage. En même temps, je trouve ça extrêmement dommage qu'on soit rendu là dans notre société parce que ce qui est le grand mensonge de l'idéologie du genre, c'est que derrière tout ça, on nous dit que c'est pour vivre dans un monde plus inclusif, plus tolérant et plus bienveillant. Et c'est tellement en fait, j'imagine que c'est des extrémistes, puis qu'il y en a plein là-dedans qui sont dans le vivre et laisser vivre, mais quand même, c'est assez extraordinaire la violence qui ressort autour de cet enjeu-là. Puis c'est très, très chargé émotivement. Les gens s'enflamment, les gens sont très, très enragés quand ils voient qu'on n'est pas d'accord avec cette idéologie. Et j'aimerais ça justement qu'on parle d'où ça vient, ça, parce que c'est intéressant, vous démontrez dans votre livre, ça ne vient pas du peuple, ça ne vient pas d'en bas, ça vient d'en haut, vous expliquez clairement. Pouvez-vous nous dire un peu plus d'où vient cette idéologie? Alors, en fait, cette idéologie,
elle est propulsée par des gens qui ont énormément d'argent. Il y a LGBT Funders, qui est donc un groupe de philanthropes qui a publié un rapport qui raconte qu'il y a eu plus de 36 millions de dollars qui ont été injectés en 2021 pour faire la promotion des revendications transgenristes. Et quand on regarde en détail qui sont ces philanthropes, on voit effectivement la crème de la crème du capitalisme. Donc, on se retrouve avec monsieur, par exemple, Stryker, qui est le petit-fils de celui qui a inventé le lit d'hôpital. Donc, il a hérité de cette entreprise qui fait énormément de matériel médical. Hein. C'est une des plus grosses entreprises qui produit du matériel pour les hôpitaux aux États-Unis. Et il a créé une fondation qui s'appelle l'Arcus Foundation, qui est une fondation où il reverse à peu près 30 millions par an dans cette fondation. Et cette fondation va financer toute une nébuleuse d'ONG transgenristes qui vont agir sur différents pans pour faire avancer les revendications trans. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, on a l'association GLAD qui va s'occuper très précisément de faire rentrer le vocabulaire, la novlangue transgenriste dans les médias. Et comment ils vont agir? C'est-à-dire qu'ils vont aller, par exemple, voir un certain nombre de médias pour leur expliquer quand il y a Monsieur Jenner, donc le grand sportif qui est devenu Kathleen Jenner, ils leur ont expliqué la façon dont il fallait parler de cet événement. Donc, on disait plus transsexuel, il fallait absolument dire transgenre, sinon c'était très mal poli. Fallait aussi ne pas parler des opérations. C'est très impoli de demander des détails sur les opérations. Donc, il y avait tout un tas de règles et ça a été fait avec cette très grosse agence de presse, l'Associated Press. Donc, en fait, il y a ce côté institutionnel, c'est cette grosse agence qui explique aux journalistes de la façon dont il faut parler et un certain nombre de journalistes s'exécutent. Cette même personne va financer d'autres assos comme par exemple le Transgender Law Center qui va plutôt s'occuper de faire d'aller voir des députés, des sénateurs, etc. et puis de faire des projets de loi pour que dans les États différents l'identité de genre rentre dans les lois. On a le Victory LGBT Fund qui va plutôt pousser des politiques LGBT et trans. C'est comme ça qu'on se retrouve avec Rachel Levine qui est aux côtés de Joe Biden au ministère de la Santé, qui est donc un homme qui est devenu une femme, qui est un pédiatre à la base, qui va pousser les bloqueurs de puberté et les transitions des enfants au sein du gouvernement Biden. Donc voilà, lui, il va plutôt financer ça comme ça. À côté, on a aussi monsieur... alors, on a Stryker, on a monsieur Pritzker. Les noms se ressemblent un peu, des fois, je confonds. Et cette autre personne est donc un des héritiers de la famille Hayat, donc des hôtels Hayat. Et lui, sa stratégie, ça va être d'injecter de l'argent plutôt directement dans les hôpitaux, donc pour créer des cliniques de genre, notamment pour créer des cliniques de genre destinées à la transition des enfants, et puis aussi financer des programmes dans les universités pour faire la promotion de l'identité de genre. Et puis, on en a plein d'autres. Hein. Il y a à peu près une vingtaine de philanthropes. Il va y avoir, par exemple, la femme de Bezos, Mackenzie Scott qui va financer beaucoup l'idéologie transgenre. Il va y avoir le petit-fils de Warren Buffett, une des personnes les plus riches du monde. Il va y avoir les héritiers Disney. Donc, en fait, ce sont des gens extrêmement, extrêmement puissants qui croient à cette idéologie pour diverses raisons, soit parce qu'ils ont transitionné eux-mêmes, soit parce que dans leur entourage, il y a des gens qui transitionnent, soit parce qu'ils croient aussi au projet transhumaniste. Et aussi parce qu'il y en a un certain nombre qui ont des intérêts, notamment qui ont des parts dans l'industrie pharmaceutique ou autre, et qui voient midi à leur porte. Ouais, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a des conflits d'intérêts. J'essaie encore plus d'aller plus loin, de comprendre qu'est-ce qui fait que tous ces gens-là qui sont multimilliardaires ont adhéré à cette idéologie-là, parce qu'on s'entend que c'est quand même quelque chose qui crée énormément de divisions dans la société. On pourrait tomber complotiste puis se poser des questions qui vont encore plus loin, mais c'est intéressant, tu l'as pointé, puis on peut y aller. J'avais l'intention de te dire un peu plus tard, mais toute la question du transhumanisme, parce que la plupart des gens qui s'intéressent à cette idéologie-là puis qui essaient vraiment de comprendre les mécanismes derrière en viennent souvent à faire des parallèles avec le transhumanisme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi les liens à faire? Oui, en fait, déjà, c'est pas une idée qui vient de nous, c'est une idée qui vient des transgenristes eux-mêmes et d'un des visionnaires du transgenrisme qui s'appelle Martin Rothblatt, anciennement Martin, qui est donc un homme qui, dans les années 90, écrit un livre que je recommande à tout le monde de lire parce que visionnaire, qui s'appelle From Transgender to Transhuman.
Et donc, lui, là-dedans, il va étaler toute sa thèse et il va expliquer, en fait, vraiment, il a expliqué exactement ce qui se passait aujourd'hui avec les 48 genres qu'on peut voir sur Facebook et en fait, cette idée que finalement, il y aurait un apartheid des sexes et que, voilà, faire la distinction entre les deux sexes, ce serait, voilà, comme le racisme, entre guillemets, enfin, lui, c'est sa thèse. Et il explique que la première étape pour aller vers le transhumanisme, finalement, c'est de déconnecter les gens de leur réalité physique. Et carrément, il parle de fléchisme. Donc, pour lui, on est dans une ère où on est encore très attaché à notre chair et que on est dans une ère de chérisme, mais qu'il faut s'en détacher pour aller vers ce qu'il appelle freedom of form, donc la liberté de la forme. Et qu'une fois qu'on aura atteint cette liberté de forme, eh ben, l'étape suivante, ce sera de transférer nos esprits dans des ordinateurs. Et cet homme qui est quand même très important, c'est-à-dire que les premières lois qui ont été faites sur la notion d'identité de genre, donc les premières gender bills, ont été écrites par lui et ses copains. Et aujourd'hui, il en est à écrire les premières lois pour les personnes cyborg qui vivront dont l'esprit sera dans les ordinateurs. Et je veux dire, ces projets de loi ont abouti. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qu'il faut prendre relativement au sérieux. C'est quelqu'un qui a créé des boîtes assez incroyables. Il a envoyé des satellites. Voilà, il a des boîtes de satellites. Il a des boîtes dans l'industrie pharma qui cartonnent absolument. C'est quelqu'un d'à la fois très riche, très puissant, avec des idées qui fonctionnent. Hein. Généralement, faut lui donner ça. Et puis, y a d'autres gens qui disent bien que le transgenrisme fait partie du transhumanisme. Il y a par exemple Yuval Noah qui a écrit donc ce livre très connu, Sapiens, qui le dit hein, clairement dans le New York Times. Il dit oui, bah, c'est bien la première étape, etc. Donc, cette idée vient pas de nous. Mais quand on observe, effectivement, on voit que même au niveau technique, ça risque d'être possible parce que cette notion d'utérus artificiel est en train d'avancer. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, donc c'est pas impossible. La greffe d'utérus sur les femmes est déjà possible. Donc, il y a des scientifiques qui cherchent à faire des greffes d'utérus sur des hommes. Donc, ça, c'est peut-être possible dans le futur, on ne sait pas. Et puis, il y a aussi, vu que le découpage génétique est possible, il y a eu des prix Nobel qui ont eu des prix, récemment. Alors, on peut toujours pas modifier XX ou XY, mais on se rend compte que sur des souris, on peut modifier d'autres gènes qui, par exemple, créent la testostérone ou les œstrogènes, ce qui ferait que dans le futur, on pourrait éventuellement ne pas avoir à se faire d'injection d'œstrogène ou de testostérone, mais qu'on pourrait modifier des gènes pour en fait être déjà à moitié trans à l'intérieur. Donc, il ne faut pas négliger tout ça. C'est possible. Ça risque d'être possible. Il ne faut pas le négliger, c'est très certainement important. Je lisais ce chapitre-là, puis j'avoue que je faisais un peu d'anxiété. J'ai dû prendre une pause, puis pourtant, c'est des choses que je connais, mais ça soulève tellement des questions éthiques et morales. Toute la question de se prendre pour Dieu et bon, toutes les questions même religieuses. Est-ce que Dieu on a été fait à l'image de Dieu? Donc, est-ce que c'est pas immoral de jouer à Dieu comme ça? Et ça m'amène souvent, je ne veux pas forcément rentrer beaucoup là-dedans, c'est peut-être pas votre tasse de thé, mais ça m'amène quand même, c'est important de se questionner sur les questions morales parce que je trouve que toute la grande question de l'idéologie du genre montre à quel point on a perdu le compas. Notre compas ne pointe plus vraiment au nord sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. La preuve, c'est que vous êtes identifiés comme des méchantes en ce moment alors que vous faites juste remettre à l'heure, les pendules à l'heure. Vous dites que les femmes ne devraient pas être dans des prisons avec des hommes qui ont été incarcérés parce qu'ils ont violé d'autres femmes. Il me semble que c'est le gros bon sens, mais là, soudainement, vous êtes rendu transphobe, et je vous dis vous parce que je vous parle, mais je m'inclus dans ce groupe de turf de dangereuses criminelles. Comment se fait-il qu'on ait perdu, là, je vous demande peut-être un peu votre opinion, mais comment se fait-il qu'en tant que société, on ait perdu le nord concernant ce qui est moral et ce qui est immoral à ce point-là? C'est une grande question philosophique. Comment est-ce que ça se fait? En fait, c'est vrai que nous, ce dont tu viens de parler là, le fait qu'on se prenne pour Dieu, nous, on parle de ça en conclusion, justement. En fait, on pense que l'être humain, finalement, s'est peut-être laissé un petit peu dépasser par ses envies de technologie à outrance, quoi. Qu'en fait,
Le développement de la technologie, humaine, il part de très, très loin, hein. Des premiers australopithèques, qui fondaient une pierre en 2, il y a plusieurs milliards d'années, pour, faire les premiers outils, enfin, voilà et en fait, enfin, finalement, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est toujours la question de l'outil, en fait et donc l'outil, c'est quelque chose de très bénéfique pour les hommes, pour les êtres humains parce que, ça nous permet aujourd'hui quand même un certain confort, ça nous permet de vivre, dans des maisons, ça nous permet de nous déplacer, à travers les avions, enfin je sais pas, de voir le monde, enfin, c'est vrai que ça permet un certain confort. Mais en fait, c'est vrai que moi j'ai l'impression que l'être humain est dans une espèce de course effrénée comme ça à la technologie, en fait, qu'on veut toujours aller plus loin. Et c'est vrai que la question, c'est un peu aussi, où est-ce qu'on s'arrête? Et puis aussi, où est-ce qu'on s'arrête en termes de déconnexion par rapport au reste de la biosphère qui nous entoure? Parce que finalement, c'est quand même ça la question qui se pose, avec le transgenrisme aussi, parce que c'est une idéologie qui promeut, en fait, la déconnexion même de votre propre biosphère, en fait. C'est une idéologie qui promeut la déconnexion totale, du monde matériel et la déconnexion totale aussi de notre part d'animalité, en fait, quelque part. Parce que un animal, c'est ça, enfin un mammifère, c'est ça en tous les cas, c'est des mâles, des femelles, et puis on perpétue la vie comme ça. Alors c'est vrai que nous, quand on dit ça, on nous dit mais vous êtes un peu conservatrice, voilà, comme si c'était une insulte. Et Oui, nous, c'est ça. quelque part, on se découvre peut-être un petit peu conservatrice. C'est vrai, dans un sens où on pense qu'il y a certaines choses qui sont peut-être un peu sacrées, que la sexuation, finalement, le fait qu'il y ait des mâles et des femelles, finalement, c'est quelque chose de structurant pour l'être humain, que l'être humain a peut-être quand même besoin de structure, moi je le pense, pour avoir une vie saine, que la sexuation est peut-être la première, la structure la plus fondamentale, et qu'en fait, si on détruit ça, on va vers un monde sans structure, vers un monde flou, relatif, où on se prend effectivement pour Dieu, en fait, on se prend pour le créateur tout-puissant, puisque si on peut maîtriser la sexuation, on peut donc maîtriser totalement, enfin, la procréation, on peut maîtriser totalement ce qu'on va devenir. Et nous, on pense aussi que il y a peut-être un moment où la technologie, en fait, on doit la mettre un petit peu à distance, peut-être mettre certaines barrières. C'est des questions de bioéthique, en fait. Et que vouloir décider de tout le temps, vouloir tout contrôler jusqu'à contrôler notre propre sexuation, c'est peut-être aussi enlever un petit peu de mystère et un petit peu d'émerveillement à notre rapport au monde. Et on pense que cet émerveillement, on, on l'a déjà suffisamment perdu et n'enlevons pas tout ce qui reste d'émerveillement, quoi. C'est Ne peut-être tuons un peu naïf et un peu conservateur et un peu voilà, mais nous, on voit les choses comme ça. Tout à fait, ne tuons pas la beauté du monde. Et je sais pas, j'étais de gauche avant 2020 et soudainement, je suis tombée de droite. Puis pour moi, ça veut plus vraiment rien dire, droite-gauche, c'est plus une question de gros bon sens. Puis il y a quelqu'un, Christian Dufour, pour ceux qui sont au Québec, là, qui disait dernièrement en entrevue, c'est un politologue, il disait, on parle toujours des conservateurs comme si c'était les gros méchants, mais en fait, qui veut d'une voiture qui n'a pas de frein? On va aller à toute vitesse, puis on va s'écraser dans le mur. Puis je trouvais que c'était une belle analogie. Ça prend les deux rapports dans la société. Oui, c'est bien d'être pour le progrès, mais c'est bien aussi des fois de retenir un peu les élans. Puis en ce moment, on est comme rendu très, très loin dans le spectre de la gauche, là, qui est assez radical. Tu as dit quelque chose tantôt qui m'a intriguée, Dora, puis je ne sais pas si on peut y revenir. Tu as parlé de cette personne qui a fait passer les lois, cette espèce Oui. de visionnaire. Et tu as parlé, il y avait passé des lois pour les cyborgs. Attends, ça existe vraiment, là? Il y a vraiment des lois pour ça, là? Il est en train d'écrire des lois pour ça. En fait, lui, dans ce livre, il pense que le futur de l'humanité, c'est le persona creatus, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il dit que le trans est le premier persona creatus, c'est-à-dire le personnage qui se crée. Donc, c'est le personnage qui se croit pour Dieu. Et je veux dire, ce mec va loin. Il a créé même une religion qui s'appelle la Terracème Trans Religion. Et il dit, là-dedans, son slogan, c'est Dieu est technologique. Et donc, il croit vraiment à tout ça. Enfin, je veux dire, c'est un mec, c'est un numéro complet. Et il a déjà transféré la conscience de sa femme dans un robot qui s'appelle Bina 48. Parce qu'il veut que l'amour avec sa femme reste au-delà de la mort. Et donc, il est déjà dans ce test de transférer sa femme dans un ordinateur. Et donc, lui, il pense vraiment
voilà, il va falloir, qu'il y a des gens qui vont vivre sans corps. Et que donc il va falloir considérer au niveau de la loi ces gens sans corps. Et il le pense très très sérieusement. Et il a même investi dans, comment ça s'appelle, cette boîte de cryo où tu peux conserver ton corps quand tu es mort. Donc il a développé toute une certaine philosophie là-dessus. Et c'est assez intéressant parce qu'il part vraiment il incarne ça lui-même parce que lui-même, il est trans et il est donc transmet ça. voilà. Donc non, ce gars est un Comment il s'appelle encore? Martin Rothblatt. Oui, Martin, d'origine. Ouais, Martin, originalement. Martine. Incroyable. Mais pour moi, c'est tellement clair que c'est des cas de santé mentale. Et justement, parlons santé mentale. On en a parlé un petit peu tantôt, mais ça a été souvent dénoncé par les gens comme nous qui dénoncent toute la question de l'autisme. Vous en parlez dans votre livre, vous parlez des parallèles, vous parlez aussi du fait que c'est devenu un peu un fourre-tout. On l'a survolé tantôt, mais je trouverais ça intéressant de parler de ça parce que je connais quand même des parents qui ont des enfants autistes en bas âge. C'est rendu extrêmement répandu, l'autisme, entre le spectre. Et est-ce qu'il n'y a pas justement une forme d'eugénisme derrière toute la question de... C'est quand même une grande question, là, mais on les rend stériles, ces enfants-là. On ne sait pas trop c'est quoi les effets à moyen ou à long terme des bloqueurs de puberté. L'opération, la plupart deviennent stériles. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il y a quand même des gros parallèles à faire avec ceux qui sont atteints du spectre de l'autisme. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Oui, alors sur les troubles du spectre autistique, pour donner un statistique, moi, qui m'a marquée, on sait que la clinique du genre Tavistock, qui a donc fermé suite à un scandale sanitaire, suite à des dérives graves, il y a plusieurs médecins qui ont lancé l'alerte, hein. Il y avait 30% des jeunes patients qui étaient atteints d'autisme contre 2% dans la population générale. Donc, c'est vraiment, l'autisme est surreprésenté. Il y a un grand spécialiste de l'autisme aussi qui s'appelle Christopher Gilbert, qui est peut-être le plus grand spécialiste à l'international, qui a tiré la sonnette d'alarme sur ce sujet-là. Pourquoi pourquoi les jeunes autistes sont particulièrement touchés en fait par l'idéologie transgenre? Ça s'explique de plusieurs façons. Déjà, on sait que les jeunes filles qui souffrent d'autisme sont diagnostiquées beaucoup plus tardivement que les garçons parce qu'elles ne présentent pas exactement les mêmes formes d'autisme. Donc souvent, en fait, c'est un mal-être qui passe sous les radars, qui n'est pas diagnostiqué comme tel et donc qui n'est pas bien pris en charge pour beaucoup d'adolescentes. Ces adolescentes-là et adolescents aussi vont ressentir premièrement une forme de malaise social. C'est des gens qui comprennent pas bien les codes sociaux, qui vont avoir du mal en fait à entrer en communication, à se faire des amis, voilà. Et la communauté trans justement propose en fait une nouvelle une famille, quoi, hein. C'est tout le concept du love bombing qu'on décrit dans notre livre, quoi. C'est qu'on vous bombarde d'amour entre guillemets, de messages extrêmement positifs. Et donc en fait ces jeunes personnes-là, on leur dit mais si tu es différente, si tu as l'impression d'être bizarre par rapport aux autres, et c'est souvent ce que ressentent les jeunes personnes autistes, c'est donc que tu es trans. Et donc, en fait, les jeunes autistes vont prendre ça comme une sorte de soulagement, en fait, parce qu'on vient leur apporter une réponse à des questions qu'ils se posent et qui sont jusqu'alors, sans réponse. Donc, en fait, ils plongent là-dedans. Il y a aussi la question que j'évoquais tout à l'heure du décalage en fait émotionnel du décalage entre la maturité émotionnelle et la maturité corporelle qui peut arriver dans des cas où les adolescentes ont des pubertés de plus en plus précoces. Mais ce décalage-là, il est aussi propre aux adolescentes qui souffrent d'autisme et on sait que ça se résorbera à l'âge adulte. Donc voilà. Et en fait, être autiste, c'est aussi avoir un câblage neuronal particulier qui fait que vous avez certains problèmes de perception de votre corps, en fait, qui font qu'on pourrait confondre ça avec la dysphorie de genre. Et donc, voilà pourquoi plein de jeunes autistes, en fait, tombent là-dedans. Et je ne sais plus ce que c'était le reste de la question. Non, mais tu as très bien répondu. Ah oui, vas-y, Dora. Je pense que c'est important aussi de réagir sur ce sujet de l'eugénisme. Ouais. Alors, sur le sujet de l'eugénisme, on n'adhère pas, mais il y a certaines théories dites complotistes qui ont propulsé certaines personnes. En France, on va avoir Idrissa Berkane. Du côté des États-Unis, on va avoir Alex Jones, qui sont vraiment des gens qui sont étiquetés complot, qui, eux, vont dire que
effectivement, on peut, si on fabule et si on va plus loin dans mais pourquoi des millionnaires financeraient ça et pourquoi est-ce que ça cible en fait des gens qui ont des problèmes voilà, d'autisme, des problèmes, des comorbidités psychiatriques, etc. Et pourquoi en fait au bout du bout on va stériliser tous ces gens eh bien voilà, il y a des questions qui se posent à ce niveau-là. C'est-à-dire que cette idéologie attrape un certain nombre de gens qui sont peut-être pas hyper dysfonctionnels pour la société et effectivement on les met dans un tunnel comme ça qui va en fait vers la stérilisation et on les attrape enfants. Donc voilà, il y en a qui émettent des hypothèses là-dessus en disant bah voilà, il faut absolument apparemment on serait trop d'humains sur Terre, il faudrait réduire et donc comment on fait pour réduire la population de façon douce sans dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils fassent d'enfants, en sélectionnant un certain type de gens qui n'arrangent peut-être pas un certain type d'autres gens. Donc voilà, il y a cette hypothèse eugéniste, effectivement, qui émerge dans certains milieux. Et nous, bien qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas d'avis fixe là-dessus, on a voulu quand même mettre en lumière bah, voilà, ces hypothèses-là. Ouais, ben en fait, c'est parce que on peut, comme tu dis, bon, ben, Idriss, je ne savais pas qu'Idriss Aberkane en avait parlé, mais on peut théoriser, mais on n'a aucune certitude, donc ça sert comme un peu à rien de théoriser. Cependant, je pense que c'est important de présenter le fait qu'il y a des parallèles à faire et donc il y a des questions qui se posent. Je ne dis pas qu'on a les réponses, mais au moins posons les questions parce que c'est vrai que c'est un peu étrange comme parallèle à faire. Et c'est sûr, on n'a aucune preuve pour dire ça, mais ça semble, étrange. Oui, puis en fait, c'est encore les enfants qui sont les victimes. Vous en parliez tantôt, puis bon, j'ai été très, très vocale aussi par rapport aux mesures pendant la pandémie. Je trouve que c'est souvent les enfants qui sont les victimes. Et comme je vous disais tantôt, je suis en train d'élever 2 jeunes enfants. Alors, c'est sûr que je me positionne sur toutes ces questions-là parce que je ne tiens pas à ce qu'ils soient bombardés. Ils sont suggestibles, ils sont influençables. Et vous parliez justement du phénomène de contagion sociale. On a survolé un peu tantôt, Marguerite, quand tu nous expliquais les 2 types de dysphorie de genre. La question qui me venait, puis je t'ai laissé terminer ton point, puis je l'ai oublié, mais j'aimerais ça savoir si est-ce qu'on sait dans le futur, est-ce que ceux qui sont d'une dysphorie de genre qui est contagion sociale, est-ce qu'ils vont détransitionner plus dans le futur? Est-ce qu'on a ces chiffres-là? Ça, moi, j'ai pas vu de chiffres là-dessus. Non, hein? C'est difficile aussi d'avoir les chiffres des transitionneurs parce que la plupart ne les rapportent pas. Exactement, oui. Enfin, on peut, oui, les chiffres des transitions, c'est très compliqué parce que en fait, alors c'est majoritairement, c'est quand même que c'est majoritairement des jeunes femmes qui détransitionnent, mais en fait, beaucoup ne vont juste pas se signaler à la clinique du genre où elles ont transitionné parce qu'en fait, elles sont traumatisées par ce que ces médecins-là leur ont fait et elles ne veulent juste pas les revoir et on les comprend. Et puis d'autres en fait vont se signaler dans les cliniques du genre, mais on leur dit, ben écoutez, on peut rien faire pour vous et donc elles sont pas comptabilisées dans les statistiques. Et puis il y a aussi le cas de toutes ces femmes qui en fait ont tout simplement pas les moyens de se payer par exemple l'épilation du visage au laser pour enlever la barbe et qui décident finalement de continuer à vivre socialement comme des hommes parce qu'elles veulent pas déranger les femmes dans leurs espaces non mixtes et voilà, qui reste dans cet entre-deux. Enfin, moi, j'ai lu beaucoup de témoignages comme ça aussi, donc voilà. Je t'entends parler des soins esthétiques. Vous en parlez dans votre livre que c'est couvert par le frais du contribuable, l'argent du contribuable. Ça ne l'est pas, par contre, si on détransitionne, c'est quand même intéressant. Est-ce que vous pouvez parler un peu des gamiques qui se sont faites à ce niveau-là pour réussir à faire payer ces soins de santé ou même certains soins chirurgicaux, je pense, qui sont couverts par l'assurance? Oui, en France, alors je ne sais pas du tout comment c'est au Canada ou au Québec, mais On voilà. paye. En France, c'est complètement pris en charge, presque intégralement. C'est-à-dire que voilà, il suffit d'obtenir ce qu'on appelle une ALD, c'est une affection longue durée. Donc on considère que ce n'est pas une maladie, mais il y a une affection longue durée quand même. Allez savoir quelle est la logique, on ne sait pas. Mais voilà, une fois qu'on a cette affection dite de longue durée, eh ben, on peut faire une transition totale. Et pour un homme qui va devenir une femme, entre guillemets, ça va être à peu près 100 000 euros ou plus. Et pour une femme, ça va être à peu près le prix 40 000 euros. Et tout est pris en charge, c'est-à-dire toutes les opérations,
voilà, les opérations de réassignation sexuelle, donc vaginoplastie, phalloplastie, les opérations du visage, masculinisation, féminisation, les opérations voilà, pour se faire enlever les seins ou mettre des seins, les opérations pour les cordes vocales, pour faire plus ou moins aigu, la pomme d'Adam aussi, le rabotage. Et puis ensuite, va y avoir aussi les perruques. Et puis les épilations laser intégrales pour monsieur qui devienne une femme. Donc ils peuvent en faire plein jusqu'à être un berbe comme une femme. Et puis va y avoir, il y a plein de rendez-vous médicaux, des anesthésies, tous les médicaments hormonaux. Bref, c'est sans fin, quoi. C'est vraiment. Et puis en plus de ça, finalement, ces gens ne sont jamais satisfaits parce que quand il faut une opération, ils ont une euphorie de genre, comme ils disent, ils ressentent une euphorie un temps, et puis en fait, ça retombe, et puis après, il faut en faire une autre, et c'est un projet qui est presque jamais abouti, vu que la plupart du temps, la transition n'est pas hyper réussie, sauf vraiment parfois, ça marche plutôt bien en termes de visuel quand on est une femme et qu'on veut devenir un homme, parfois, on s'en approche visuellement. Oui, c'est ça. Ça, c'est un peu plus efficace dans ce sens-là. Mais je trouvais ça intéressant le parallèle que vous faisiez dans le livre parce qu'une femme, par exemple, qui est anorexique, donc profondément mal dans son corps, mais c'est de la maladie mentale, mais ça, on lui offre pas d'aide vraiment. On va pas lui offrir des soins, de se faire mettre des implants mammaires pour se sentir mieux, par exemple. Donc, il y a comme vraiment beaucoup d'incohérences dans cette logique-là, du moins. Oui, et puis il y a énormément de femmes qui souffrent de dysmorphophobie, qui pensent qu'elles sont trop grosses, trop moches, des trop petits seins, des trop gros seins, enfin voilà. Et effectivement, la plupart du temps, c'est pas pris en charge. Et puis on pourrait dire, et si une femme est un peu masculine et elle voudrait être plus féminine, c'est aussi une question de genre. Alors pourquoi ne pas lui offrir telle ou telle chirurgie pour être plus féminisée si une femme elle-même se sent pas assez femme. Enfin, mais par contre, ça, c'est pas pris en charge. Oui. On a survolé aussi la question des intersexes. Je me suis intéressée j'ai lu un livre qui était pro-idéologie de genre, parce que j'essayais vraiment de comprendre les arguments. Et dans leur argumentaire, ils brandissent beaucoup les intersexes comme étant la preuve ultime qu'il y a un spectre parce qu'il y a des intersexes. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous répondez à ça. Vous répondez dans votre livre. L'argument, il est très simple. Donc, on explique quand même un peu dans notre livre, voilà, enfin, la question de l'intersexuation, parce que c'est vrai qu'elle est complexe. Et donc, on a ce témoignage-là d'Alexandra, qui est une personne intersexe, donc un homme intersexe, qui avait donc deux chromosomes X, qui a deux chromosomes X et un chromosome Y, et qui donc avait, c'est vrai, un physique un peu avec des caractères primaires, des caractères secondaires féminins, comme par exemple des petits seins, ou qui avait un micro-pénis, et donc pour qui, en fait, ça a été, voilà, plus facile de vivre sa vie en transitionnant vers pour être une femme, entre guillemets, parce que voilà, c'est vrai que socialement, en fait, voilà, on n'accepte pas encore les personnes intersexes, les personnes un peu différentes, et donc nous, ces personnes-là, on les comprend. Mais par contre, ce qu'on répond aux personnes qui disent que le sexe est un spectre, en fait, l'argument, il est tout simple. C'est-à-dire que qu'est-ce que le sexe féminin? Finalement, c'est un sexe qui a la possibilité de produire des gamètes femelles, c'est-à-dire des ovocytes, voilà. Et sauf évidemment dysfonctionnalité. Bon, mais en fait, l'appareil est là. Et pour le sexe masculin, donc c'est un sexe qui produit des gamètes mâles, donc des spermatozoïdes. La preuve de l'existence d'un troisième, d'un quatrième ou d'un cinquième sexe, finalement, ce serait ce serait l'existence de gonades et de gamètes totalement différents et totalement fonctionnels. Preuve inexistante à ce jour. Voilà. Il me semble que c'est très facile à trancher. Ça a pris 3 secondes, mais pour des gens, ça le fait pas. Il y en a que ça le fait juste pas. Non, mais après, c'est vrai que oui, la question de l'intersexuation, elle est très large et c'est vrai qu'elle est complexe et c'est vrai que si elle est manipulée, en fait, on peut faire passer ça comme le sexe est un spectre. Mais déjà, le mot intersexuation pose problème. Ça insinue que justement, en fait, il y aurait quelque chose entre les deux sexes. Et aujourd'hui, les médecins préfèrent de plus en plus parler de troubles du développement sexuel, ce qui est beaucoup plus clair, en fait. Et ce qui permet, en fait, vraiment de mieux comprendre ce qu'est l'intersexuation, c'est-à-dire soit un problème chromosomique, donc avec
avec soit des femmes qui vont avoir un seul chromosome X, ou soit des hommes qui vont avoir plusieurs chromosomes X ou plusieurs chromosomes Y, enfin voilà, donc un problème chromosomique. Mais de toute façon, chromosomiquement, tous les médecins, enfin, c'est un consensus scientifique, ce qui permet de définir qui est un homme ou qui est une femme, en fait, c'est la présence du chromosome Y. Donc, si vous avez un chromosome Y, vous êtes un mâle. Si vous n'en avez pas, vous êtes une femelle. Et l'intersexuation inclut aussi, les troubles du développement sexuel incluent aussi, voilà, certains problèmes hormonaux avec des hommes qui auraient, par exemple, pas assez de testostérone et trop d'œstrogène. Enfin, finalement, en fait, la définition est très, très large. Et parfois, ce sont des personnes qui ne présentent aucune ambiguïté au niveau de leur gonade. Par exemple, les femmes atteintes du syndrome de Turner qui n'ont qu'un seul X, il n'y a pas d'ambiguïté au niveau de l'appareil génital. Donc, cette question, elle est souvent vraiment instrumentalisée, en fait. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut pas, dans le cas des enfants qui disent vivre une dysphorie de genre, est-ce qu'il y a, dans le processus de les affirmer, est-ce qu'ils font des tests de chromosomes pour vérifier justement s'il y a un dérèglement à ce niveau-là? Alors, nous, pour la France, en tous les cas, on sait que c'était fait à l'époque où c'était l'ancien protocole, le protocole de la SOFECT, qui était un protocole en fait qui vraiment, prenait des années avant de faire transitionner les gens parce qu'ils estimaient que justement en fait il fallait d'abord une thérapie exploratoire, que voilà. Et nous on considère que c'était beaucoup mieux avant. Et donc là, oui, il y avait des karyotypes qui étaient faits. OK. À l'heure actuelle, c'est plus du tout systématique. Nous, on sait que la personne qu'on a interviewée dans notre livre qui s'appelle Madeleine, qui est un homme transféminin, a demandé son karyotype, voilà, qui était donc XY, mais il a fallu que Madeleine demande son karyotype et je crois pas que c'est plus fait de façon automatique. Ouais. Alors, on voit à quel point les lobbies ont réussi à changer vraiment notre façon d'être, même au niveau médical. C'est triste. C'est Bah, inquiétant pour nos enfants. oui, même au niveau médical, c'est-à-dire que nous, ce qui nous interloque, c'est que même les termes médicaux sont changés. Ah ah. C'est-à-dire, les histoires de sexe assigné à la naissance, nous, ça nous choque quand on voit que dans certains livrets médicaux, par exemple, un exemple qu'on donne dans notre livre, un livret médical dédié à des sages-femmes dans le Sussex au Royaume-Uni, on leur demande de plus parler de lait maternel, mais de lait de parents Ouais. allaitants. On leur demande de parler d'orifice, je sais plus quoi, en tous les cas, surtout pas Ouais. de vagin. Et c'est vrai que quand l'idéologie vient remplacer les termes médicaux, il y a un problème, ouais. Vraiment, puis ça, je l'ai dénoncé énormément. Le lait humain, là, ça me dérange vraiment beaucoup. Puis depuis appeler ça des maternités aussi, mais le terme maternité a été changé. C'est juste incroyable que ça se fait de façon tellement insidieuse. C'est incroyable de voir la quantité de journalistes qui ont adhéré à cette novlangue-là sans trop la questionner. Et là, on se retrouve dans un paradigme où il y a énormément d'autocensure. Les gens n'osent plus par risque de perdre leur emploi. En tout cas, c'est juste incroyable. J'espère vraiment que votre livre va donner le courage aux gens d'affirmer leur vérité, d'affirmer ce qu'ils observent, parce que la quantité de gens qui se taisent est juste alarmante. Et je pense qu'au Québec, c'est pire qu'en France parce que vous êtes réputés pour être des grandes gueules et on vous aime pour ça. Nous, les Québécois, on n'aime pas la chicane et on est plus du genre à se taire, ce qui est fort dommage parce que je dirais que des personnes qui s'opposent en ce moment à ça, il y en a peut-être une cinquantaine au Québec. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, est-ce que, pour terminer, j'aimerais savoir, j'ai fait une recherche rapide, j'ai vu sur Amazon.ca, mais est-ce que vous savez si votre livre va être disponible en librairie au Canada? Justement, on a posé la question à notre éditrice là, il y a 1 heure avant qu'on s'appelle. Elle nous a dit qu'en fait, les frais d'import pour le Québec étaient extrêmement chers en effet et qu'il faudrait que le livre soit imprimé en fait au Québec directement pour qu'il soit moins cher. Ah! Alors Donc, peut-être pour l'instant, rien. peut-être que s'il y a une maison d'édition québécoise qui peut être intéressée, avec qui on peut faire un partenariat pour que voilà, ils impriment au Québec et que ce soit mieux distribué, parce qu'effectivement, apparemment, quand les livres doivent voyager physiquement comme ça, venant de notre imprimeur en France, apparemment, du coup, il devient beaucoup trop cher sur le marché québécois, Ouais. donc les gens ne vont pas acheter. Donc en fait, effectivement, il faudrait qu'une maison d'édition québécoise, Bon, ben, l'appel est lancé. S'il y a des gens qui écoutent, on peut vous contacter. Votre maison d'édition, c'est Magnus. J'espère, en tout cas, j'ai vu qu'il était sur Amazon, mais il était quand même assez cher.
Ouais. pratiquement le double de ce qui est. Mais en tout cas, pour des gens qui sont vraiment motivés, il y a moyen de l'acheter sur Amazon, j'imagine que. Je ne sais pas pourquoi eux, ils l'ont, mais c'est pas, ça veut dire que ce n'est pas dans les autres librairies. Et j'imagine que si nombreux sont ceux qui font la demande à leur librairie, peut-être que s'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le demandent, ça finira par aussi faire une différence, espérons-le. Oui, parce qu'un libraire peut effectivement décider de le commander lui-même et de le mettre à un prix plus élevé. Mais sinon, il me semble aussi qu'il y a une librairie en ligne qui envoie à l'étranger. Alors en ce moment, c'est un peu en rupture de stock, mais ça doit être possible quand même. C'est l'IREKA, L-I-R-E-K-A. OK, parfait. Là, qui envoie les livres français partout dans le monde. Donc voilà. OK, excellent. Mais en tout cas, je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite de ça. Et est-ce que vous avez une équipe de sécurité? Comment ça fonctionne maintenant pour vous, votre quotidien? Est-ce que vous allez faire vos courses toute seule? Bah, pour l'instant, moi, là, je suis accompagnée de gens autour de moi, mais c'est pas un service de sécurité, c'est juste des proches. Et dans le futur, bon, bah, on verra. Pour l'instant, on n'en est quand même pas là, à part quand on donne des conférences où voilà, on fait des choses publiques, signature de livres ou autre. Il faudra forcément un service de sécurité, c'est obligatoire. Mais dans la vie de tous les jours, on verra. Si vraiment ça dégénère trop, on sera forcé. Mais bon, pour l'instant, on va Pour espérer. l'instant, On met des lunettes de soleil et des casquettes. comme des superstars pour se protéger des paparazzis. Je vous souhaite une bonne continuité. Merci pour votre temps. Merci. C'était super intéressant comme discussion. J'espère que la majorité des gens iront se procurer ce livre. Ça répond à toutes les questions qu'on a. C'est vraiment un super travail que vous avez fait là. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la. C'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveusavoir@gmail.com, mot de passe vérité sans accent, V-E-R-I-T-E. Merci!